Hi everyone. I think we will start the Bonjour webinar. tout le monde. Nous allons commencer le webinaire bientôt. Donc les participants commencent à pénétrer dans la salle de conférence. Donc nous allons attendre quelques secondes avant de lancer officiellement la session. Bien, nous attendons aux participants de se joindre à nous. Je peux commencer par des points d'ordre du jour. Je suis Kerinia de l'OMS du siège pour le département des produits biologiques et des vaccins. Merci de participer à ce deuxième atelier. Et le thème aujourd'hui, c'est le COVID-19. Donc, modélisation de l'impact des vaccins, question clé à connaître au sujet des preuves modélisées afin d'informer l'établissement des priorités et l'exécution des tâches. Donc, nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Vous pouvez cliquer sur les interprétations et choisir la langue que vous souhaitez entendre. Si vous n'entendez que la langue interprétée et pas la langue d'origine, cliquez sur le bouton Mute Original Language. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions. Veuillez utiliser la fonction Q&A pour les questions concernant le sujet et les présentations à gauche ici. Et si vous avez des questions de problèmes techniques, mettez dans le chat votre problème et demandez de l'aide et on vous aidera. Si vous êtes intéressé, cliquez sur Live Transcript et choisissez Show Subtitle et la légende apparaîtra à l'écran. Et pour fermer la légende, cliquez sur Masquer le sous-titre, Close Subtitle. Cette session est enregistrée et votre présence est un consentement à l'enregistrement. Les enregistrements seront partagés après la session en anglais, français et espagnol. Un certificat de participation sera disponible auprès de l'Université du Nouveau-Mexique via un lien dans le chat à la fin de la session. Environ 30 minutes avant la fin de la session, il y aura un sondage qui qui requerra 3 à 4 minutes pour remplir et cela va permettre d'améliorer l'offre de nos séries de webinaires. Donc, les données que vous donnez seront agrégées et anonymisées avant d'être partagées. Donc, avant de commencer la session d'aujourd'hui, j'aimerais avoir quelques questions. Le projet ECHO va organiser la session. Il y aura 4 questions qu'on aimerait comprendre et vous devez donc passer en revue les 4, vous dérouler le menu déroulant pour voir toutes les 4 questions. Et c'est pour les Est-ce que donc la première question, dans quelle région de l'OMS travaillez-vous? Région africaine, région de la Méditerranée orientale, la région européenne, les Amériques, région du Pacifique occidental, les régions d'Asie du Sud-Est. Avez-vous connaissance d'un modèle de vaccination contre le COVID-19 dans votre région ou pays? C'est la deuxième question. Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre dans le chat quel modèle dont vous avez entendu parler ou non? Pour la troisième question, des modèles mathématiques ont-ils été utilisés dans votre pays pour orienter
et les politiques nationales concernant l'utilisation optimale de la vaccination par le COVID-19 en combinaison avec des mesures de santé publique et sociale, intervention non pharmaceutique, NPI, oui, non ou pas sûr. Et la quatrième question, dans quelle mesure connaissez-vous les processus sages de l'OMS pour l'élaboration de recommandations de vaccination fondées sur des données probantes? Très familier, un peu familier, pas du tout. Donc, ça c'est ici. L'inscription est ouverte et vous allez voir le lien d'inscription dans le chat pour les prochains événements que nous organisons. Aujourd'hui, la modélisation pour les vaccins, le modérateur de la session qui va parler comment la modélisation de l'impact des vaccins, les questions clés à connaître sur les preuves modélisées pour informer la priorisation et la livraison. Et Dr Salara Palis du groupe va donner un aperçu du groupe de travail SAGE. Et Dr Nicolas Grassley va résumer les résultats des commissions sur la modélisation des vaccins. Et pour terminer, Dr Scott de l'Institut Brunette va présenter des exemples pays de la vaccination COVID. Ensuite, l'objectif est de montrer, donc, est de chercher à décrire les processus globaux pour intégrer dans les politiques de l'OMS et le travail de la modélisation sur les stratégies avec SAGE de l'OMS et l'utilisation de la modélisation pour la prise de décision au niveau national et régional. Bien, donc avant de donner la parole à Raymond, donc est-ce que l'EcoTeam peut ouvrir les résultats du sondage? Donc nous allons commencer tout de suite après avec la modélisation COVID-19 comme outil d'aide à la décision avec Raymond Hutubesi. Vous avez, je crois, la plupart d'entre vous répondu aux questions. Et voici les résultats affichés. Donc, la majorité seront de la région africaine et de la région européenne et du sud-est asiatique. Bienvenue. Et ensuite, à peu près la moitié d'entre vous ne connaissez pas des modèles de vaccination dans votre pays. Si vous avez mis oui, mettez dans le chat également les modélisations dont vous avez entendu parler. Et pour la troisième question, 35% d'entre vous avez utilisé des modèles mathématiques dans votre pays et seulement 16% donc merci beaucoup pour votre participation. 16% seulement sont très familiers des processus OMS SAGE. Donc le docteur Raymond Hutubesi va prendre la parole. Merci Karine, merci pour l'introduction. Bienvenue à ce webinaire de COVID-19, de la modélisation vaccin pour la prise de décision. Donc, à droite, vous voyez une illustration du monde. Je suis sûr que dans tous vos pays, vous connaissez l'utilisation de modèles mathématiques pour informer les preneurs de décision dans vos pays sur les stratégies pour combattre la pandémie et comment les modèles et les prévisions ont anticipé l'évolution de la pandémie. Et ce que j'aimerais passer en revue ici dans cette présentation, c'est de donner un aperçu sur les questions
pour la modélisation des modèles et quel type de modèles sont sur le terrain. Une deuxième partie de mon introduction fait référence à un projet qu'on a commencé l'année dernière pour comparer les modèles épidémiologiques COVID-19 et les leçons tirées de ce projet pour les preneurs de décision et pour les modélisateurs mathématiques. Et pour terminer, je vais me concentrer sur l'adaptation de la stratégie globale sur la vaccination COVID-19 et le rôle des preuves de modélisation. Donc, ce que vous voyez sur les scénarios à modéliser, il est important de poser des questions. Quelles décisions doivent être prises et par qui? Et ici, vous voyez, il y a au niveau global, des preneurs de décision qui posent des questions qui requièrent différents types de modèles. Et l'équipe de modélisation aide à répondre aux questions par rapport aux objectifs à fixer par rapport aux objectifs de santé et économique. Et au niveau régional, cela amplifie également les informations et il est important de fixer des objectifs pour avoir une stratégie optimale pour et c'est l'institut pour l'optimisation de ces stratégies. Donc la modélisation la modélisation de scénarios peut voir les différentes évolutions et établir une base de données également, une base de départ, le baseline, et peuvent donner également des orientations techniques pour le test, les vaccins, mais également pour coordonner les activités globales ou les activités régionales de la recherche sur le partage de données et les documents partagés. Donc, et on voit ainsi les modèles au niveau global et les pays, c'est pour utiliser les ressources financières, mais également humaines, comment utiliser ces ressources qui ne sont pas, dont nous n'avons pas en masse, pour comment les mieux utiliser, optimiser. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour la modélisation de scénarios, la portée peut être différente temporairement ou géographiquement. Donc, vous allez le voir dans le webinaire. Certains de ces modèles abordent des questions multi-pays, transfrontaliers, des problèmes transfrontaliers, et on peut désagréger les résultats par région ou par revenu. Donc, certaines équipes de modélisation se concentrent seulement sur un pays dans un contexte particulier et parfois ils essaient de regarder les résultats au niveau sous-national pour voir des considérations d'équité et la processus pour les régions urbaines. Donc la portée géographique de ces modèles peut changer. Au point de vue temporaire du temps pour la prévision de la pandémie en termes sur une semaine ou 3 mois, ou bien ça peut aller au-delà de 3 mois à 6 mois. C'est peut-être la projection de scénario et la question est si typique si on utilise cette stratégie avec le type de couverture, quelles sont les projections. Et on voit des modèles qui vont au-delà de 1 an. Et la prochaine diapositive, vous allez voir différentes équipes de modélisation et ont différents portées. Et ici, vous voyez une liste des incertitudes clés pour tous les modèles mathématiques. L'évolution, la transmission, mais également la durée de la protection, de l'infection naturelle et de l'immunisation du vaccin, et l'efficacité du vaccin et autres incertitudes clés. Et
les faisabilités politiques, économiques et sociales de l'introduction des mesures de distance sociale également sont des facteurs d'incertitude. Prochaine diapositive. Donc voici une illustration des modèles, d'initiatives de modélisation qui abordent différents types de questions au niveau régional, différents temps. Donc les modèles de projection hebdomadaire, 3 mois. Vous voyez des exemples ici dans le sud, au niveau pays, régional, mais également avec jusqu'à 3, 6 mois ou même jusqu'à 5 ans. Et je ne vais pas passer à tous les détails de cette diapositive. Vous pouvez voir que les différentes considérations des groupes de modélisation pour répondre à différentes questions, pour informer différents preneurs de décision. Et ici, dans le webinaire, on se concentre sur les scénarios et si de modélisation what if. Donc, pour le groupe OMS, le groupe de travail sur les vaccins COVID-19 et ces modèles répondent aux questions pour jusqu'à 3, 6 mois ou 1 an et demi à partir de maintenant. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, les leçons apprises du CMCC, la collaboration COVID-19, la Gates Foundation, le Banque mondiale, IBSI, donc, ont collaboré. Donc, cela a débouché sur 2 publications, les rapports techniques sur le caractère approprié pour l'évaluation et un rapport de politique pour les preneurs de décision et politique. Et donc vous allez voir ça sur le site web. Et pour le groupe technique, une des choses que nous avons discuté, qui est ressortie de la discussion entre les différentes équipes de modélisation et les preneurs de décision de politique, les modèles doivent être adaptés aux objectifs. Donc, il y a une question. Quels modèles existent ou ne sont pas n'existent pas est-ce que un modèle peut répondre à une certaine question avant d'essayer d'identifier si les modèles existants peuvent vous aider avec votre décision. Donc, ici, et je ne vais pas passer trop en détail dans cet arbre de décision, les preneurs de décision devraient trouver des analystes qui, avec la faisabilité de la modélisation, les objectifs et les engagements de génération de rapports pour identifier là où il y a des modèles mathématiques pour vous aider avec cette question particulière. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Vous voyez une autre recommandation et conclusion du CMCC pendant tout ce processus d'identifier le problème, la question à prendre pour la décision, hein, les paramètres, les données, la calibration, la formulation, l'anticipation des résultats, tout cela doit être en collaboration étroite entre les preneurs de décision et les modélisateurs. Et même les partenaires, les financiers, c'est très important pour aborder toutes les questions dans tout ce processus de développer le modèle, créer les scénarios et trouver que les résultats de modélisation, les interpréter pour les les personnes qui ne sont pas des modélisateurs. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Vous allez voir, pour les 2 groupes, on a quelques recommandations ici. Les clés, c'est que pour les preneurs de décision, la question, si les outils de modélisation peuvent aborder la question de politique et engager les analystes locaux et les chercheurs très tôt dans le processus et dans le développement du modèle et dans l'adaptation. Et également, il faut pouvoir orienter la politique. Prochaine diapositive. Quelques diapositives sur la stratégie globale et l'adaptation de cette stratégie
sur la vaccination Covid. Prochaine diapositive. Donc, peut-être que vous êtes au courant que le secrétaire général a formulé un rapport qui fait référence aux cibles 10, 40, 70 pour que la communauté, les protagonistes soient alignés pour avoir une couverture plus élargie et une distribution équitable de vaccins à travers le monde. Et en vue de ces objectifs et de ces stratégies, l'OMS encourage les pays à établir leurs propres cibles et objectifs en fonction de leur contexte, de termes de démographie, d'épidémiologie et de la portée du programme. Prochaine diapositive. Et pour aider les pays, nous avons également ce cadre des objectifs. C'est un cadre de travail qui aide les pays à établir leurs propres objectifs et cibles en termes de vaccination, mais également de mesures PHMS. Donc, le message principal, c'est que le niveau de vaccination, c'est pas un objectif en soi. Il est au service d'une dimension supérieure et des objectifs sur la santé ou des objectifs socio-économiques. Quel est l'objectif d'un gouvernement en termes de santé? De réduire la mortalité COVID-19, de protéger les travailleurs de la santé pour réduire la charge de la maladie et réduire l'impact sur les réseaux de la santé et les différents objectifs socio-économiques à la suite du confinement ou bien de revenir à la vie normale. Donc, toute cette surface ici, les pays peuvent bouger avec leur niveau de vaccination, leur couverture et leur groupe de priorité. En haut à droite, et il y a une manière d'augmenter l'intensité de la vaccination. Donc, en fonction de cela, nous avons formulé une orientation étape par étape pour aider les pays à identifier leur stratégie de vaccination optimale pour votre pays ou votre région. Les vaccins peuvent être, la réserve peuvent être limitées, donc je ne vais pas passer en détail. L'importance ici est que dans l'étape 4, les pays doivent définir des objectifs socio-économiques et de santé, et les modèles peuvent quantifier les conséquences sur la santé et l'économie des stratégies de vaccination en combinaison avec les PHMS et aider les pays à prendre une décision sur les avantages et les inconvénients d'une ou de l'autre stratégie. Je vais m'arrêter ici. Donc, prochaine diapositive. Je suis heureux de répondre aux questions que vous pouvez avoir dans la fonction questions-réponses. Karine ou Sarah, vous avez la parole. Merci. Merci Raymond. Nous ne voyons pas de questions dans la fonction questions-réponses pour le moment. Donc, prochaine diapositive. Je m'appelle Sarah Palis et je suis membre du groupe Sage et Monsieur Gracie et moi, on préside un sous-groupe sur la modélisation de l'impact depuis juin de l'année passée. Donc, c'est un résumé des résultats de l'étude recommandée par l'OMS pour la modélisation de la vaccination COVID-19 et ça produit différents résultats qui sont produits normalement par Sage pour OMS pour différents vaccins. Et il y avait donc, on a utilisé donc avec les réserves limitées, ce n'était pas de vaccins. Les vaccins sont devenus disponibles. Il y a eu des recommandations intérimaires pour chaque produit spécifique et pendant 2021, pendant que d'autres problèmes ont surgi, et
il y a eu des orientations de l'OMS et des recommandations sur les séries, les doses boosters et le renforcement pour les adolescents, les doses fractionnelles. Et cela, elles sont intégrées dans les recommandations spécifiques aux produits quand c'est approuvé. Donc, c'est l'optique générale. Prochaine diapositive, dans l'OMS, je pense, il y a le conseil consultatif sur l'immunisation. Donc, ce sont des experts externes pour orienter l'OMS sur la politique vaccin. Il s'agit de créer un rapport de position pour l'utilisation de vaccins. Pour le vaccin COVID-19, on a créé un cadre de preuves pour montrer que différents types de preuves pourraient contribuer à la position sage, et la modélisation était un élément crucial pour la preuve fournie, et ça oriente également les recommandations pour les produits, mais également le cheminement pour la feuille de route de priorisation, et cela également donne des questions, répond à des questions pour l'utilisation optimale des vaccins COVID-19. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour pouvoir passer en revue les preuves disponibles sur la modélisation impact de modélisation, le groupe OMS Sage a fait divisé en deux groupes pour la modélisation. Et ces deux groupes ont eu de l'activité pour la modélisation. Le premier, c'est de développer des demandes et et les propositions de l'OMS. Et le deuxièmement, c'est au cours des 18 mois. Et donc, le premier groupe, c'est les demandes d'information et la passation de commission pour le travail. Et le deuxième groupe, c'est présentation ad hoc de groupes de modélisation. Le résumé des résultats sont pour le SAGE, le groupe de travail SAGE, et les revues de littérature systématique. Donc, on a fait une demande d'information pour la modélisation vaccin COVID-19 l'année dernière, et c'est en juillet, et ça a été très utile pour avoir un paysage, ce que les différents pays, les groupes à travers le monde faisaient. On a eu 20 groupes de modélisation, l'académie, le gouvernement, les caritatives qui ont abordé les questions qui étaient incluses, qui passaient depuis l'impact de la vaccination jusqu'au impact socio-économique, l'équité, et le coût. Donc, à droite, vous voyez qu'il y a eu des thèmes que beaucoup de groupes travaillaient dessus, et il y avait d'autres thèmes qui étaient moins bien abordés. Et pour la distribution des données géographiques modélisées étaient différentes. On a vu moins de modèles qui abordaient des pays à revenus intermédiaires ou faibles. Donc, ici, c'est en général, donc les différentes couleurs, c'est en fonction des différents niveaux de revenus des pays. Donc, pour mieux aider, et on a travaillé avec le LSHTM de Londres, et qui ont mené une revue systématique de la modélisation de vaccins, parce que cette demande d'information, c'était pour informer la feuille de route, c'est dans quel groupe devrait être vacciné d'abord pour augmenter l'impact des vaccins, mais également pour l'équité, les considérations d'équité et d'impact socio-économique. Est-ce que vous pouvez voir le lien? Il y avait des preuves limitées pour les pays à revenus intermédiaires ou faibles, et les résultats de la modélisation corroboraient la feuille de route SAGE. Donc, cela a été en 2021. La feuille de route a été mise à jour en juin, et tous les modèles qu'on a revus donnaient la priorité aux personnes âgées, ou de donner la priorité les jeunes, minimiserait l'infection. Donc, pour les vieux, ce serait l'impact de la maladie. Donc, les travailleurs essentiels, avec un risque supérieur en fonction de leur occupation ou de leur arrangement de logement, et les personnes qui avaient des risques maladies graves et de mort en raison de comorbidité. Il y avait peu de
modèles et d'évaluation qui considéraient l'équité. Donc, pour aborder certains de ces manques, l'OMS a envoyé une requête de proposition en janvier 2021 avec 18 questions à être abordées sous 5 thèmes. Et c'est ce que nous allons couvrir pendant le reste de la session, de voir ces résultats préliminaires. Juste pour vous orienter sur les 5 thèmes qui devaient remplir les écarts. Donc, l'OMS a le thème 1, les écoles, thème 2, utilisation. Donc, donc c'était thème 1, stratégie pour l'utilisation du système de santé, l'utilisation pas trop élevée. Sujet 3, importation et réponse aux épidémies, vaccination. Sujet 4, dans une certaine mesure, cela couvre également la vaccination permettant de lever les interventions non pharmaceutiques sans dépasser certaines mesures de capacité du système. Et le thème 5, c'était de voir comment optimiser l'impact des réserves de vaccins avec les 20 intervalles de doses, la première série, la deuxième série, et récemment de tenir compte une des schedules pour la dose de renforcement, le booster, et quelle substance serait mieux utilisée pour maximiser l'impact sur certaines populations. Donc ici, on a eu une très bonne réponse pour cette demande de proposition de travers le monde. 8 groupes ont été sélectionnés. Les représentants sont avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Et on veut prendre cette opportunité pour remercier le travail de ces équipes. Et beaucoup d'entre elles ont fait avec des contraintes de temps et qu'ils étaient responsables et ils ont répondu aux besoins également des preneurs de décision dans leur propre pays. Donc, prochaine diapositive. Donc ici, je vois, comme a mentionné Raymond, la stratégie globale pour atteindre la vaccination COVID-19 d'ici 2022. C'est la stratégie OMS publiée en octobre, mais ce travail était continu jusqu'en 2021 et la modélisation des groupes représentés à l'appel ici et en réponse à ce RFP qu'on a utilisé pour orienter la stratégie de vaccination globale, en particulier l'une des découvertes liées à cette progression des âges plus âgés au moins âgés pour l'étape 1 pour vacciner les adultes plus âgés dans les populations de haut risque, étape 2, vacciner tous les adultes, y compris les plus jeunes, et à l'étape 3, vacciner les adolescents et plus jeunes que les adolescents, les enfants et les bébés. C'est un endroit où il y a encore des incertitudes qui doivent être résolues. Mais la modélisation du groupe nous a permis à caractériser les types d'avantages et d'inconvénients de vacciner différents groupes de la population et d'avoir différents types de couverture et comment ça débouche sur l'impact socio-économique. En partant des objectifs socio-économiques pour réduire l'hospitalisation, la morbidité, pour reprendre également l'activité socio-économique et élargir la vaccination comme outil pour réduire la transmission et l'émergence de nouveaux variants. Donc, c'était une stratégie globale pour informer la coordination et l'investissement global. Et il y a un document d'orientation pour l'adaptation de cette stratégie pour informer comment prendre cette approche stratégique globale et l'intégrer dans le contexte pays pour des objectifs particuliers et des cibles particulières. Donc ici, c'est une diapositive très dense, mais c'est pour vous donner un exemple de la modélisation. Ça a été fait par l'équipe de l'Imperial College et c'est un exemple de modélisation utilisée pour orienter cette stratégie globale et tenir compte
des différents groupes d'âge, quel est l'impact sur la mortalité, quel pourrait être l'impact sur l'hospitalisation ou les infections, et en regardant cela à travers différents pays. Donc, cette diapositive, vous voyez ce type d'analyse avec les pays avec des revenus élevés, les revenus intermédiaires et les revenus inférieurs et en bas. Et on peut voir ceci dans différents scénarios et d'analyse de sensibilité. Et cela nous aide à quantifier ces impacts et ces avantages, inconvénients au niveau local. Donc, c'est un exemple. Et cela a été présenté à Sage de OMS en juin, encore une fois en octobre. Donc, nous avons eu l'opportunité de travailler de près avec l'équipe de l'Imperial College et d'autres équipes qui sont présentes ici et autres instituts pour montrer et caractériser certains avantages et inconvénients de stratégies de vaccination dans différents contextes qui pourraient déboucher sur une approche stratégique qui pourrait être supportée par OMS Sage. Prochaine diapositive. Donc, c'est ma dernière diapositive avant de passer la parole à Nick. Et je vais mentionner ici quelques thèmes identifiés par le groupe de travail SAGE et IVRAC, qui est le comité consultatif de recherche et d'implémentation se rapportant au vaccin, qui revoit le travail de modélisation pour informer SAGE et OMS. Et il y a eu beaucoup d'autres modélisations étaient nécessaires sur les doses de renforcement et sur les enfants et les adolescents, les vaccinations. Et il y a du travail en cours, mais peut-être davantage nécessaire pour voir les modèles intégrés sur les avantages et inconvénients épidémiologiques et socio-économiques qui tiennent compte des mesures pour empêcher la transmission et en combinaison avec la vaccination qui pourrait avoir un impact sur la société en sens large. Donc, il y a besoin de modèles à long terme, à plus long terme, qui tiennent compte de la fin de la pandémie et la transition, le caractère endémique et pour surveiller cela avec le temps et bien sûr l'impact des nouveaux variants préoccupants. Donc, c'est l'ordre du jour que l'OMS et d'autres partenaires vont poursuivre. Merci. Merci beaucoup pour votre attention et je suis heureuse de répondre à vos questions sur ce que j'ai couvert. Sinon, je passerai à Nick. Merci Sarah pour cette excellente présentation sur le processus. Je ne vois pas de questions dans la fonction question-réponse. Donc, nous allons continuer avec Nick qui va présenter les résultats du RFP. Résumé des résultats de l'étude commandée par l'OMS. J'aimerais souligner un des commentaires. Est-ce qu'on pourrait avoir un lien pour la modélisation économique également de Mohamed? Est-ce que vous voulez commenter sur ce que nous avons revu en termes de modèle économique et le commentaire que vous avez fait qu'il y avait moins de modélisation, moins de modélisation pour ce travail. Il y a eu des analyses d'efficacité des coûts sur la vaccination COVID. On peut inclure certains des liens dans le chat ou dans le groupe WhatsApp ou après le webinaire. Il y a également une nouvelle initiative de l'OMS avec la gouvernance et le financement, le groupe de l'OMS en combinaison avec d'autres partenaires tels que la Banque mondiale pour voir des modèles intégrés économiques et cet effort, cette initiative et veut tenir compte pour cette intervention pour COVID-19, mais également pour répondre à d'autres interventions de santé et tenir compte d'autres impacts de l'économie. Ce travail n'est pas encore publié dans un format qu'on peut partager, mais ça arrive et nous allons partager avec vous bientôt avec les différents canaux de communication mis en place par ECHO. Raymond, vous pouvez ajouter quelque chose si vous le souhaitez. Non, merci. Donc, il y a différents canaux, mais merci beaucoup pour nous rappeler sur ce travail. Donc, Nick, vous avez la parole. Merci Raymond. Donc, beaucoup de choses à surveiller
Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est présenter des points forts du travail de modélisation par rapport au RFP, la demande de proposition mentionnée par Sarah Pallas. Les groupes de modélisation sur cet appel en tant que panélistes sont présents, les panélistes sont présents, donc posez vos questions et donnez leur, vu les limites de temps, je vais uniquement parler de quelques résultats clés. Je suis désolée à l'avance au groupe de modélisation si j'ai mal représenté quelque chose, mais je vais faire de mon mieux. Mais je vais ensuite vous passer la parole pour répondre à des questions plus détaillées. Donc, prochaine diapositive. Donc, pour vous rappeler, voici les 5 thèmes inclus dans la demande pour les propositions. On a demandé à 8 groupes de modélisation de répondre à ces questions qui ont répondu à d'autres différents thèmes et je vais me concentrer sur les thèmes 4 et 5. Je vais commencer par le thème 5, le sujet 5. Donc, une question clé jusqu'à 2020 portait sur comment on peut maximiser la couverture des réserves disponibles de vaccins. Et l'une des options au pays était de reporter la livraison de la deuxième dose pour maximiser la livraison des premières doses, en particulier de retarder la deuxième dose au-delà des 3-4 semaines dans les essais cliniques qui a débouché sur l'octroi de licence aux vaccins disponibles à l'origine. Donc, si on regarde les mathématiques de l'impact vaccin, si la première dose, l'efficacité VE1 est au moins la moitié de la deuxième, lorsque vous donnez la priorité, la livraison de la première dose à plus de gens avant de livrer la deuxième dose, en supposant que toutes les personnes sont égales par rapport à leur risque de la maladie grave et de l'infection. Mais pas toutes les personnes sont égales en fonction de leur risque avoir la maladie grave et la feuille de route priorise ceux les plus vulnérables à la livraison de vaccins. Ça donne le plus de bénéfices. Et bien entendu, si on revient au groupe les plus vulnérables, la deuxième importante peut-être devrait se dérouler avant la première dose aux adultes plus jeunes. Donc, il est également possible qu'une dose, l'immunité offerte par un vaccin d'une dose va partir plus vite que pour 2 doses. Donc, au moment où on a émis le RFP, il y a eu un peu de travail sur ce thème. Voici une illustration du travail au Royaume-Uni qui a informé la décision JCPI pour retarder la livraison de la deuxième dose pour AstraZeneca et les vaccins AstraZeneca et Pfizer quand ils ont été offerts. Donc, cette illustration montre un déploiement optimal des doses 1 et 2 au Royaume-Uni avec la supposition que l'efficacité relative d'une première dose par rapport à 2 doses est de 70%. Donc, ce que vous voyez ici, la livraison des doses 1 et 2 aux plus vulnérables dans les maisons de retraite est optimale, mais la livraison additionnelle aux plus de 18 ans aux travailleurs de la santé en rouge, la livraison de cette première dose devrait être suivie par la première dose aux gens de 75 à 79 avant de revenir à la première dose dans la deuxième dose dans ce groupe. Et donc, cela se continue avec davantage de doses disponibles. Donc, par rapport à notre demande pour les propositions, on a vu du travail de modélisation excellent qui répondait à cette question. Voici un exemple de London School of Medicine et Tropical Disease
avec l'impact des différentes doses, des stratégies de livraison de doses, se rapportant à COVID, l'hospitalisation et la mortalité dans 13 pays de moyens, revenu moyen dans la région européenne, et se concentrer sur 7 stratégies différentes de livraison, un, qui, 1 à 8 correspondent à 1 à 1 5 à 1 à 1 5 représentent différentes stratégies. B1 et B2, c'est la livraison des premières doses aux adultes plus âgés, et ensuite la livraison des secondes doses une fois que les adultes plus âgés reçoivent la première dose, avant qu'ils donnent la première dose aux jeunes adultes. Et la deuxième stratégie, B2, correspond à livrer la première dose à toute la population avant qu'ils ne reçoivent, qu'ils ne livrent la deuxième dose aux adultes plus âgés et aux plus jeunes. Donc, B1 et B2 correspondent à des intervalles plus longs entre la première et la deuxième dose. B1, 6 mois, et B2, environ 12 mois, un intervalle de 12 mois. C'est illustré dans les graphiques à gauche qui montrent la couverture avec une dose en bleu et 2 doses en rouge. Et vous pouvez voir le délai de la livraison de la seconde dose de 1 à 1,5 et de B1, B2. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Brièvement, pour résumer, tout le travail de modélisation doit tenir compte de l'efficacité des vaccins. Et on souligne ici que l'efficacité de la première dose était assumée, mais être relativement élevée comparée aux doses 2. Prochaine diapositive. Donc, avec la supposition que la protection de la première dose est persistante, avec une durée moyenne de protection de jusqu'à 1 an, la stratégie B1 débouchait sur la mortalité cumulative la plus faible, qu'on montre ici à gauche, avec une augmentation, un intervalle entre la première et la deuxième dose augmentée, avec une mortalité plus faible à la suite de la pandémie. Si la protection de la première dose est plus courte, durait moins longtemps, donc si l'immunité baissait plus rapidement pour la première dose, une stratégie alors avec un intervalle plus court entre les doses, avec 12 semaines entre la première et la deuxième dose, était optimale en termes de réduction de la mortalité. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, tous les groupes de modélisation ont fait des analyses de sensibilité. Je n'ai pas le temps de présenter de manière détaillée le travail que nous avons revu, mais les points forts pour ce travail, l'analyse de sensitivité a été fait avec ou sans variant of concern, avec Delta, avec différents produits, avec différentes efficacités pour la première et deuxième dose, et lorsque l'efficacité vaccin dépendait sur l'intervalle entre les doses, comme on a vu pour les vaccins COVID et les différents taux d'effacement de l'efficacité de la première dose. Et on a revu du travail de Ben Lachman et Alicia Gray à l'université, se concentrant sur la même Gray et Lachman, concentrant sur les pays revenus faibles et intermédiaires. Cette graphique à gauche est une illustration de l'impact de la vaccination avec une stratégie qui offre soit un intervalle de 24 semaines entre la première ou deuxième dose, ou bien un intervalle de 12 semaines. Et à droite, vous voyez le nombre de morts par million après 180 jours de simulation.
sans livraison de la seconde dose, le nombre de morts est le plus élevé pour un intervalle de 24 semaines entre doses. Le nombre de morts est réduit, mais la stratégie optimale était un intervalle de 12 semaines entre doses. Ils n'ont pas tenu compte des intervalles encore plus courts entre les doses. Prochaine diapositive. Donc, pour résumer ce travail sur les 6 pays, vous voyez que le pourcentage des morts évités pour avec l'intervalle de 12 semaines entre la dose 1 et 2 était supérieur que pour l'intervalle de 24 semaines. Ce résultat est basé sur la supposition que les mesures de distanciation sociale sont en place jusqu'à ce que 80% de la population reçoive au moins une dose. Prochaine diapositive. Encore une fois, l'analyse de sensibilité a été faite par le groupe. Il voit que le résultat qui favorisait l'intervalle de 2 semaines était consistant pour toutes les vitesses de livraison, et les absorptions VE et avec une dose maximum et 66% de deuxième dose. Les valeurs que pour le groupe, donc ça a contribué à des différences dans les conclusions. Il y a donc différentes approches et différentes suppositions qui peuvent nous aider à assurer que nous tirions des conclusions robustes lorsqu'on veut aider la politique sur des questions clés. L'intervalle de 24 semaines a été favorisé sur 12 semaines, seulement dans un cas, lorsque la vitesse d'implémentation était très faible et 0,01% par jour, et par rapport à tous les autres scénarios. Ils ont regardé également une manière de renforcer l'immunité après les infections naturelles avec une seule dose. Favorisait la stratégie de 24 semaines à court terme. Donc, c'est le travail sur les intervalles de doses et on a également demandé s'il y avait une allocation optimale des produits de vaccins dans les pays, par exemple, par groupe de risque ou groupe d'âge. Donc, je voulais souligner le travail de Monsieur McBride, qui a développé un outil en ligne, et l'adresse est en bas à droite, qui vous permet d'explorer l'impact de différents vaccins, décisions de politique de vaccins, y compris l'utilisation de différents produits pour différents groupes d'âge. Donc, le graphique à droite montre le nombre d'infections en haut et le nombre de morts en bas. Au fur et à mesure qu'on augmente la couverture de vaccination, pour la colonne gauche, Pfizer, au milieu, AstraZeneca seulement, et à droite, mixte. Cet outil vous permet d'explorer différentes stratégies de vaccination en termes pour cibler les plus vulnérables avec la ligne vert, la distribution aléatoire, on se concentre sur les adultes plus jeunes qui contribuent aux transmissions. Le nombre de morts est minimisé en gardant les vaccins aux plus vulnérables par rapport, conformément à la feuille de route de priorisation des vaccins. Donc, je voulais couvrir le 4e thème. C'est une question qui nous est venue de OMS SAGE de pays. Dans quelle mesure la vaccination va leur permettre de retirer les interventions non pharmaceutiques, les mesures de distanciation sociale, les mesures sociales et les mesures gouvernementales. Donc, voici du travail de McVernon en Australie pour savoir si les mesures sociales et de santé publique peuvent être retirées tout en gardant le contrôle de reproduction de SARS-CoV en dessous de 1, qui est
pour réduire la transmission communautaire et vos pouvoirs pour Delta, c'était 8. Donc, pour réduire à 1, ça demande des mesures sociales, de santé publique, des mesures sociales, la couverture de vaccination et différents niveaux de mesures sociales plus strictes. Et vous regardez les barres à droite, vous voyez plus de couverture vaccination, même avec une couverture de 80% pour que le nombre de reproductions soit inférieur à 1. C'est avec des mesures sociales, publiques devraient être quand même en place. Et c'est le cas que avec Delta et encore davantage avec Omicron, on ne pourra pas éliminer la transmission dans la communauté. Ça va devenir une maladie endémique. Prochaine diapositive. Le Imperial College avec le groupe de Hogan et donc pour lever, on analysé comment retirer les mesures de santé publique avec différents niveaux de couverture. Donc voici un exemple pour la Thaïlande. On montre ici le, le nombre de reproductions estimées en haut à droite et les productions en bas avec le nombre de morts avec le temps. Si à l'avenir, certaines mesures sociales ou de santé publique sont retirées partiellement ou entièrement. Et pour la Thaïlande, qui a eu des nombres plutôt un faible nombre de morts, vous voyez, si vous retirez les mesures sociales et de santé publique, ça va déboucher à une épidémie en 2022. Prochaine diapositive. Voici les mêmes graphiques, la même illustration pour l'Espagne au Covid. C'est transmis partout et la prévalence est supérieure. Si on retire les mesures de santé publique et de sociale, ça va déboucher sur une augmentation de la mortalité Covid, mais l'augmentation est inférieure. Donc, la vaccination plus exposition préalable va permettre à ce qu'on retire des mesures sociales, de santé publique, qu'on retire certaines d'entre elles, mais pas toutes. Il me reste 2 dernières diapositives et c'est du travail de l'Institut pour la politique de santé en Argentine qui a analysé la même question dans notre demande pour les propositions et pour voir l'impact de lever des mesures de santé publique et de mesures sociales pour différents taux de couverture de vaccination. En haut, dans l'illustration en haut, les projections sur les hospitalisations qui demandent un soin intensif pour un scénario où les mesures de santé publique et de mesures sociales sont retirées pour 50% ou 80% en bas. Les mesures de santé publique et sociale ont été relâchées avec 50% en les lignes vertes et oranges et en bleu, ça montre où lorsque ces mesures ne sont pas retirées et 50% et 80%, c'est la couverture vaccinale. Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'en 2022, même avec, si on retire certaines mesures de santé publique, les hospitalisations peuvent rester en dessous de 70%, comme c'est indiqué par la ligne brisée. Et ça, c'est ma dernière diapositive de l'Inde, Ashoka, avec
en collaboration avec Johns Hopkins qui montre l'impact du timing des mesures, au quand est-ce qu'on les retire. Cela indique plus que vous reportez les mesures, les taux d'hospitalisation sont faibles. Donc, c'est la tendance sur l'axe X. Et pour les taux de vaccination supérieurs, la ligne noire, c'est pas de vaccination jusqu'à 80%. Le pic de l'hospitalisation est plus faible et les mesures de santé publique et sociale peuvent être retirées plus tôt. C'est basé sur un modèle de simulation. Merci. Donc, c'était les points forts du travail qu'on a vu. Les groupes de modélisation sont présents et je suis sûr que ils seront disponibles pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci. Nick, très bonne présentation. Et je vois des questions et certains ont été répondus. Peut-être qu'on peut répondre une. Est-ce que le vaccin demandera une vaccination annuelle ou pour tout le monde, peu importe le groupe d'âge? Lucie qui pose la question. Et Mohamed, est-ce que nous n'avons pas compris? Nick, vous pouvez répondre à la question? Dans la mesure où je peux donc la feuille de route livrée par OMS Sage donne un schéma de priorisation pour la livraison de vaccins jusqu'à une couverture de 50% de la population. Après cela dit qui devrait recevoir les vaccins au fur et à mesure que les réserves sont disponibles jusqu'à ce seuil de 50%. Le travail continue pour voir quelle serait la distribution optimale au-dessus de ce seuil de 50%. Mais il y a une question clé quand revenir aux personnes les plus vulnérables avec des doses de renforcement, booster. Cela peut être nécessaire avant d'immuniser les jeunes plus jeunes, les adultes plus jeunes, si on veut réduire la mortalité. Donc, il y a du travail en cours. Mais il y a des directives très claires pour une couverture allant jusqu'à 50% par rapport à comment les pays seront soutenus dans leur travail de modélisation. Beaucoup de groupes de modélisation, ils ont donné des outils en ligne. Ces outils sont utiles si vous êtes formé pour les utiliser. Et je sais que certains groupes vont contacter des pays pour donner cette formation, mais il y a des modèles pays par pays et fournir un encadrement, c'est une entreprise immense. Raymond, est-ce que vous voulez commenter là-dessus? Est-ce que c'est par rapport au travail de l'OMS? Merci, Nick. Les groupes de modélisation avec qui on est en contact à travers le RFP et beaucoup de groupes de modélisation ont des outils disponibles. Ils aimeraient que leur modèle soit utilisé par les preneurs des décisions dans les pays, pour les pays à revenus intermédiaires ou inférieurs. Donc, ils peuvent nous contacter et on peut vous compter également avec différentes équipes de modélisation pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Comme j'ai dit dans mon introduction, il y a des groupes qui peuvent aborder plusieurs problèmes de modélisation et des groupes qui sont spécifiques à des régions ou des pays qui peuvent répondre aux questions que vous pourriez avoir dans vos pays. Nick, il y a une question également. Sur l'intervalle, vous faisiez référence à la diapositive numéro 39 sur la flexibilité pour prévoir
la flexibilité des intervalles grâce à des modèles. Je ne sais pas si Mohamed peut nous donner davantage de contexte pour sa question, mais en général, si la question porte sur ce que nous faisons lorsqu'un modèle prévoit quelque chose et dans la vie réelle est autre chose, et qu'est-ce qu'on fait si la modèle donne, si on a un résultat à un temps plus tard, c'est une difficulté parce que les conditions en mode réel évoluent, mais comme a dit Monique, chaque groupe de modélisation a fait différentes analyses de sensibilité. Donc, les choses qu'on a essayé de faire de la perspective du groupe SAGE, c'est de voir est-ce que ces conclusions sont robustes pour les politiques pour changer les hypothèses de, avec delta changé et avec des changements dans les variants, cela change des conclusions sur ce qui pourrait être faisable en termes de retirer des mesures de santé publique et les niveaux de couverture vaccinale seraient nécessaires pour réaliser certains objectifs de santé et économiques. Si les hypothèses changent, les résultats changent et la politique change, mais la modélisation montre qu'il y a davantage de certitude dans les résultats, même lorsque ces paramètres sont très larges. Si on voit que la conclusion est inchangeable malgré la variation, on peut donc amener cela dans le processus de politique avec plus de confiance. Le groupe de modélisation ont exploré cela pour montrer où cela dépend et où il y a plus d'avantages. Il y a plus de certitude. Donc, on va passer à la présentation de Nick Scott. Donc, ensuite, on pourra revenir aux questions. Merci beaucoup. Je voulais remercier avec les différents échantillons de pays. Le Zimbabwe et le Kenya ont été faits au cours des 6 à 12 mois. Donc, on résume les résultats. Prochaine diapositive. En termes des questions qu'on cherche à fournir une réponse. Donc, on a pour le thème 1, donc on s'est concentré sur les écoles, le thème 2, l'utilisation du système de santé, le sujet 3, l'importation et la réponse aux épidémies, vaccination. Dans une certaine mesure, ouais. Prochaine diapositive, donc, mais je sens pas. Prochaine diapositive. Juste pour couvrir le modèle qu'on a utilisé, on a avec un simulateur basé sur les agents COVID-19, des contacts de personne à personne. Cela dépend de l'âge et du contexte. Chaque contexte a différents risques de transmission. Toutes les interventions peuvent être ciblées par âge, différents groupes de population, et on inclut des contre-mesures spécifiques, des tests, traçage, diagnostic et quarantaine. Il y avait des interventions non pharmaceutiques comme la fermeture des écoles, des entreprises, etc. Prochaine diapositive. On a eu également des modèles d'âge et des couches et dynamiques, réseau des contacts en couches, en fonction d'où les gens se mélangeaient. On a des gens dans les ménages, dans des écoles, dans des environnements de regroupement d'écoles, mais également dans les communautés. C'était plus aléatoire et pouvait entraîner la diffusion du Covid encore plus en profondeur. Donc, on va commencer avec les vaccins et les écoles. Les deux questions auxquelles on essaie de répondre, c'était
quel est l'impact de la vaccination des enseignants et du personnel scolaire? Et deuxièmement, pour des niveaux comparables d'approvisionnement en vaccins, comment cela se compare-t-il aux autres groupes? Et on a approché ce sujet en montrant les résultats du Zimbabwe. On a vu un modèle de projection basé sur les tendances actuelles. Donc, pour montrer la différence, on a comparé si le même nombre de vaccins était alloué aux élèves et non plus l'enseignement et aux membres de la population ou aux personnes âgées, etc. Prochaine diapositive. Ça demandait un peu d'effort pour calibrer par rapport au modèle de Zimbabwe. Il y a des restrictions, des données manquantes. On a dû se baser sur des indicateurs comme les, les, les décès connus comme source connue et les positivités de tests pour essayer de comprendre qui était testé et pour que toutes les pièces s'imbriquent dans un modèle, dans le même modèle. Prochaine diapositive. Ce sont les résultats pour les objectifs 1 et 2. À gauche, vous voyez l'impact en termes des infections évitées lorsque différents groupes ont été vaccinés. C'est vacciner les gens avec le même nombre de vaccins. Ce qu'on a vu, c'est que vacciner les enseignants avait un impact le plus important en termes d'infections évitées. Il y a différentes raisons à cela, parce qu'il y avait beaucoup de contacts qu'ils avaient. Ils sont en interaction avec les élèves et transmettent davantage. Donc, c'est une population clé. Mais si on regarde le graphique à droite, j'ai choisi l'impact sur les hospitalisations évitées de ces vaccins. Vacciner les gens au-dessus de 16 ans, de 60 ans, avait un impact plus important pour éviter les hospitalisations. Mais vacciner le personnel enseignant avait un impact plus important que de vacciner la population de moins de 60 ans. Donc, cela montre qu'il pourrait être une cible clé pour la vaccination dans ce contexte. Prochaine diapositive. On a regardé la question des interventions non pharmaceutiques dans les écoles. Que pourrait faire la vaccination pour réduire le recours et de ces mesures en milieu scolaire? Prochaine diapositive. On a montré pour différents niveaux de couverture de vaccins, chaque ligne ici, en bleu en bas, montre pour les pas d'école, les interventions non pharmaceutiques pour l'impact pour réduire l'infection dans les écoles, et on compare avec les NPI, les interventions non pharmaceutiques dans les écoles. Donc, c'est une comparaison entre les inconvénients et les avantages pour réduire les recours à d'autres interventions. Et cela peut avoir un effet de synergie. Prochaine diapositive. Donc, deuxième thème, c'était les vaccins, utiliser les vaccins en pensant du point de vue de la capacité du système de santé. Prochaine diapositive. Ce qu'on voulait faire, on savait qu'il y avait un nombre alloué de vaccins distribués par jour, et on voulait voir différentes façons d'allouer ces vaccins. Donc, comparer les résultats si les vaccins. Donc, comment affecter le plus efficacement possible les vaccins à des groupes cibles au sein de la population afin de minimiser les infections, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19. Comparer les résultats si les vaccins par jour est alloué selon les priorités suivantes. Contrefactuel, pas de ciblage de vaccins,
âge ciblé, scénario prévu. Les personnes avec les comorbidités étaient ciblées de différents ordres et les, les personnes dans des régions de fort peuplement. Et on a également vu pour les enseignants et les étudiants. Donc, quelle est l'efficacité de la vaccination par rapport à différents niveaux de traitement non pharmaceutique, d'intervention non pharmaceutique. Ici, vous voyez le pourcentage, la réduction des pourcentages d'hospitalisation évitées pour les scénarios de priorisation des vaccins par rapport au scénario de priorisation des vaccins avec allocation aléatoire, c'est le pire. C'est à gauche. C'est le ciblage par âge qui a un grand impact. Donc, mais par rapport au scénario de cible par âge, les autres scénarios faisaient peu de différence. Donc, prochaine diapositive. On voit ici, on a lancé le modèle avec le double de doses de vaccination. On a comparé à la livraison de doser plus rapidement ou davantage de doses. Ces différentes stratégies d'allocation n'avaient pas d'impact statistiquement significatif et c'est dû au contexte d'avoir eu une réserve de vaccins si limitée. On voit également ce que cela prendrait, quel niveau de couverture vaccinale serait nécessaire pour que COVID reste en deçà de la capacité des hôpitaux et c'est groupé avec l'utilisation d'interventions non pharmaceutiques pour réduire la transmission. Et on voit que c'est les premiers 20 à 25% de couverture de vaccins qui est crucial pour réduire la demande hospitalière et cela est équivalent à de dire que on doit vacciner les gens de plus de 60 ans pour protéger la capacité hospitalière. Prochaine diapositive. Donc l'interprétation. Donc c'était donc l'attribution des vaccins en fonction de l'âge inverse augmente considérablement l'impact sur les hospitalisations et les décès par rapport à l'attribution aléatoire. Outre le ciblage de l'âge, les autres stratégies de priorisation n'ont eu qu'un effet minime sur les hospitalisations et les décès. La priorité doit être accordée à la méthode la plus simple et la plus rapide de mise en œuvre plutôt qu'à une granularité supplémentaire dans le ciblage de la population et la vaccination des professeurs du personnel enseignant pourrait éviter un plus grand nombre d'infections. Si les personnes âgées étaient protégées, cela n'aurait qu'un impact supplémentaire minime sur les hospitalisations, décès. Toutefois, les infections supplémentaires évitées concerneraient la communauté scolaire et auraient probablement des retombées positives sur le plan éducatif. Donc, prochain exemple, c'était au Vietnam. On regardait l'impact des stratégies de vaccins pour empêcher les épidémies. Et ce qu'on voulait faire, c'est d'abord voir quelle est la probabilité et le délai estimé d'une épidémie SARS-CoV-2 due à une importation de cas. Et on voulait savoir combien d'infections, hospitalisations, de décès se produiraient. Et troisièmement, quel niveau d'efficacité du vaccin, de rapidité et de la vaccination et de couverture vaccinale ciblant différents groupes serait nécessaire pour contrôler l'épidémie. Ce travail a été fait au Vietnam, où il y avait très peu de cas, et on essaie de voir ce qui se passait en cas d'une épidémie au Delta. Ce qu'on a vu, on a défini une épidémie va d'un petit nombre de cas jusqu'à plus de 30 cas. Comme taux de diagnostic détecté, on a vu que l'utilisation continue des NPI, des interventions non pharmaceuticales et la réduction des importations contribuent davantage
à retarder l'apparition d'une épidémie que la couverture vaccinale initiale, le vaccin AstraZeneca. Prochaine diapositive. Donc, ces panels montrent les colonnes montrent l'importation de cas et, et les points montrent le temps jusqu'à l'épidémie. Donc, on voit que la couverture de vaccinale a un impact, mais ce sont les mesures NPI qui réduisent l'importation de cas. On a fait le même scénario, même pour un vaccin mRNA, et on voit vu la même chose, mais avec ce vaccin, une fois que vous approche la couverture plus élevée, il y a un effet vers la fin du graphique. Vous pouvez empêcher l'épidémie mieux s'il y a une combinaison avec un certain niveau de NPI, donc d'intervention non pharmaceutique. Ce graphique montre que le nombre prévu de morts à la suite de l'épidémie et les conséquences pendant un certain moment, et ça montre que la couverture vaccinale peut réduire les morts, mais les autres mesures. Une couverture vaccinale plus élevée réduit l'impact sur les décès et les hospitalisations. Donc, que peuvent faire les vaccins en réponse à une épidémie, et on peut voir les hospitalisations, les morts. L'X, c'est la couverture vaccinale avant l'épidémie, et Y montre la réponse, les doses quotidiennes en réponse à une épidémie, et il y a très peu de gris. La couverture vaccinale avant la résurgence fait une certaine différence, mais les NPI sont toujours nécessaires. L'efficacité du vaccin contre la souche Delta n'est pas suffisante. Une fois la résurgence amorcée, la vitesse de déploiement des vaccins en réponse fait peu de différence. Axe des Y des graphiques, le temps de développer l'immunité, y compris le délai entre les doses, est trop long. Donc, voici les informations. C'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup à absorber en peu de temps. Mais pour résumer, on a vu que dans les pays à faible et à moyen revenu, les vaccins doivent être destinés en priorité aux personnes âgées et aux personnes les plus vulnérables afin de protéger le système de santé, puis aux groupes clés qui pourront en bénéficier d'une manière autre que la santé. La première tranche de 20 à 40% de couverture vaccinale a le plus grand impact sur la réduction des décès et la capacité des hôpitaux. Et la vaccination pourrait également réduire le recours aux interventions non pharmaceutiques, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques et sociales importantes. Dans les milieux où la transmission est faible ou nulle, les épidémies peuvent être retardées ou évitées en minimisant le nombre de cas importés quotidiennement, contrôle aux frontières, ou en augmentant les niveaux de NPI, restrictions les plus importantes. La couverture vaccinale a eu un impact plus ou moins important sur le retardement des épidémies selon l'efficacité du vaccin contre l'infection. Il est essentiel d'améliorer la couverture vaccinale pendant les périodes de faible transmission. Il est peu probable que la vaccination en réponse à une épidémie ait un impact sur les résultats étant donné le temps nécessaire pour développer l'immunité par rapport à l'infectiosité de la variante Delta. Merci beaucoup. Merci Nick pour cette excellente présentation des pays sur différents thèmes discutés. Je ne vois pas de nouvelles questions dans la fonction question-réponse, mais il y a une question de Mohamed sur la 20 à 40% vaccination pour réduire l'hospitalisation. À quel groupe d'âge? Il fait référence à la diapositive sur le Vietnam. Je peux répondre à cette question. C'était 20 à 40%
de couverture vaccinale de l'ensemble de la population qui a correspondu à une couverture de 80% de, des 60 ans au moins. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire sur les résultats présentés? Ou bien est-ce que je redonne la parole à Corinne? Donc, Corinne, prochaine diapositive. Merci pour les excellentes présentations. Pour la fin de cette session, j'aimerais ouvrir le feedback pour comprendre ce que vous avez appris de la session. Donc, il y aura 3 questions de sondage. Si vous avez encore des questions, marquez les questions dans la fonction questions et réponses. On va y répondre pendant la session. Sinon, on va vous répondre par email. Bien. Donc, pour le retour d'informations après la session, est-ce que vous avez une meilleure compréhension de l'utilité des modèles épidémiologiques pour orienter les politiques globales, régionales et nationales pour la vaccination COVID-19? Vous pouvez répondre oui, plus ou moins non. Et après la session, pouvez-vous appliquer les résultats de modélisation de vaccination COVID-19 ou le processus d'utiliser la modélisation dans le développement de politiques de vaccination pour votre contexte pays? Oui, plus ou moins non. Et pour terminer, question similaire. Après la session, êtes-vous intéressé à appliquer les résultats modélisation vaccination COVID-19 ou les processus d'utiliser les modélisations dans le développement de politiques vaccination dans votre contexte pays? Vous pouvez répondre oui, je vais le faire, mais oui, mais une assistance technique sera nécessaire, ou bien plus ou moins, ou bien 4 non. Quand vous répondez aux questions, on va passer à la prochaine diapositive. Oui. Donc, nous passerons à la diapositive pour les matériaux, le matériau. Donc, la diapositive va vous donner les matériaux du webinaire, l'enregistrement et les diapositives. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si vous avez d'autres questions après cette session, vous pouvez demander sur TechNet, le forum, Telegram. Merci. Et prochaine, vous allez trouver un enregistrement en anglais, français et en espagnol. Et en jeudi, on aura la dernière session sur la mise en jour globale. Et inscrivez-vous ici dans le lien dans le chat. Et est-ce que l'équipe ECHO peut montrer les résultats du retour du sondage? Donc, je suis heureux de voir que plus de 80% d'entre vous comprennent mieux l'utilisation des modèles. 43% d'entre vous pensez que vous pouvez appliquer les résultats de modélisation et la moitié, vous pensez plus ou moins, c'est bien de savoir. Et pour la dernière question, plus de 50% aimeraient utiliser les résultats de modélisation dans votre contexte pays, mais la moitié aimerait avoir une assistance technique. Merci pour les réponses. Et c'est mieux. On aura une meilleure planification pour les prochaines étapes. Donc, la prochaine diapositive. Merci pour votre participation et nous serons heureux
nous serons heureux de vous voir pour la prochaine session. Merci pour les interprètes et l'équipe ECHO et tous les collègues qui soutiennent la session. Merci. Et pour toutes les questions, les réponses, les questions seront partagées aux experts et les réponses partagées par email. Raymond, est-ce que vous avez des mots de clôture? Merci aux participants pour les bonnes questions et les présentateurs et les panélistes en ligne. Et il est bien que cette session soit enregistrée. Pour ceux qui non, et pour les absents, ils auront un moyen d'écouter cette session. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous sommes à l'heure. Bonne journée. Au revoir et à bientôt.